tout à l'heure. Ils sont là, ils sont juste sur ce côté de la salle. Vous allez les découvrir dans quelques minutes. Merci aussi aux partenaires de cette soirée, TV Sud, le Château Valmy qui nous accueille et Clic Émotion. Pour démarrer cette soirée, je vous propose de découvrir un petit film de présentation de cette nouvelle école d'ingénieurs SUP-ENR. Elle a été réalisée par le service Platinium de l'UPVD. Regardez. Depuis plusieurs années, l'Université de Perpignan propose une offre de formation de plus en plus dense autour des énergies renouvelables. Nous avons donc décidé de créer cette école, appuyée sur des laboratoires de recherche de grande qualité et ultra spécialisés dans ces domaines et reconnus au niveau national et international. Cette école va permettre effectivement d'être en lien avec le tissu économique et de créer notamment des emplois, créer des entreprises via notre incubateur d'entreprises, mais aussi bien sûr répondre aux besoins des entreprises existantes. Tout est fait ici pour accompagner les élèves ingénieurs dans les meilleures conditions. Des enseignants-chercheurs de grande qualité, spécialistes internationaux du domaine, des partenaires économiques reconnus dans le secteur des ENR qui interviendront bien sûr dans la formation, des laboratoires extrêmement équipés qui permettront de réaliser des travaux pratiques de très haut niveau, des plateformes technologiques également pour le transfert et finalement l'ensemble des éléments pour faire en sorte que cette formation ouvre dans les meilleures conditions et puisse perdurer pour les années à venir. Je suis convaincu que c'est par ce genre de formation que nous construisons l'avenir des générations futures. Une école d'ingénieurs, c'est une école sur le territoire. J'ai tout de suite dit oui à l'université et à son président parce que développer une école d'ingénieurs sur le territoire, sur un territoire comme le nôtre, à transition énergétique, à énergie renouvelable, avec aussi déjà des laboratoires de recherche, était très complémentaire dans la grande région. L'école d'ingénieurs SUP-ENR est un élément essentiel du dispositif du pôle de compétitivité d'Herbie. En effet, ce pôle a pour vocation de réunir des chefs d'entreprise, des patrons de laboratoire et le but est de pouvoir développer les produits et les techniques du futur en matière d'application des énergies renouvelables. Il est essentiel que les cadres qui vont constituer l'essentiel des forces vives dans ces métiers soient formés de façon qualitative et l'école d'ingénieurs vient compléter tout le dispositif de formation qui existait déjà à l'Université de Perpignan. Aujourd'hui, je me réjouis du partenariat entre le groupe INSA et l'UPVD à travers le label INSA Partenaire. C'est faire converger au plus près des besoins un modèle de formation en ingénierie porté par la marque INSA et une expertise forte, reconnue, parfaitement installée dans le paysage national et international, celle de l'UPVD et de ses partenaires dans le domaine des énergies renouvelables. Bien sûr, parce que nous construisons ensemble la grande région, l'INSA Toulouse et l'UPVD ont souhaité aller plus loin dans le partenariat. Nos deux établissements ont des approches complémentaires en formation et en recherche pour adresser la transition énergétique. Nous souhaitons coupler nos actions de recherche pour consolider le champ des possibles dans le domaine des énergies propres. Il s'agit en particulier d'apporter les compétences et les savoirs nécessaires à mener à bien des métiers du futur qui vont partir aussi bien de l'énergétique, donc avec tous les aspects technologiques et scientifiques, mais aussi tous les aspects socio-économiques, environnementaux, qui vont forcément prendre le pas d'année en année sur l'implantation et l'aménagement du territoire dans une vue
de développement durable. Voilà, merci au service Platinium de l'UPVD pour la réalisation de ce petit film de présentation de cette nouvelle école d'ingénieurs SUP-ENR. Merci aussi à ceux qui ont participé à cette vidéo, des personnes impliquées dans la création de cette école. Le président Fabrice Laurenté, président de l'UPVD, Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan et président de Perpignan Méditerranée Métropole. Et puis André Joffre, président de PDG de Texol et président du pôle de compétitivité Derby. Bertrand Raquet, le directeur de l'INSA Toulouse, et puis Régis Olives, le directeur de SUP-ENR. Afin de poursuivre cette soirée, j'appelle d'abord celui qui est à l'initiative de cette nouvelle école. C'est Fabrice Laurenté, le président de l'Université de Perpignan, via Domitia. Merci Olivier. Chers élèves ingénieurs, tout d'abord, pardonnez-moi Madame le recteur pour cette entorse au protocole, mais il le mérite. Chers élèves ingénieurs, Madame le recteur, chancelière des universités, Madame la représentante de la préfecture également, Madame la sous-préfète, qui je ne sais pas si elle n'est pas encore arrivée, Monsieur le représentant du maire et du président de l'agglomération, Madame bien sûr la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, sénatrice chère Armeline, Madame la vice-présidente de la région, Mesdames et Messieurs les élus, nombreux ce soir, je vous en remercie, chers partenaires, Monsieur le directeur de l'INSA de Toulouse, cher Bertrand, Mesdames et Messieurs les élus de l'université, les membres de la communauté, Mesdames et Messieurs. D'un doux rêve à une réalité. Un parallèle s'impose à moi comme une évidence. D'une part, la place que sont en train de prendre les ENR dans nos sociétés industrialisées. Et d'autre part, la trajectoire de la création de notre chère école d'ingénieurs sur les ENR. Il y a peu de temps encore, la grande majorité des citoyens et des investisseurs, tant publics que privés, regardaient les porteurs, les précurseurs des ENR, au mieux avec amusement et au pire avec un certain dédain et une certaine condescendance. Il y a peu de temps aussi, la grande majorité des interlocuteurs me regardaient avec scepticisme, voire raillerie, parfois moquerie, lorsque j'évoquais la pertinence de la création d'une première école d'ingénieurs sur les énergies renouvelables ici, dans les Pyrénées-Orientales, au sein de l'Université de Perpignan, en lien étroit avec un grand groupe national d'écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à penser que la part des ENR ne cessera désormais de croître, car les mentalités évoluent, les technologies aussi. La marche en avant est indiscutable et inarrêtable. Un signe qui ne trompe pas d'ailleurs réside dans le fait qu'un grand nombre de multinationales prennent actuellement le train en marche. Et je pense que la table ronde organisée tout à l'heure permettra aussi d'évoquer cette marche en avant. Et aujourd'hui aussi, tout le monde ou presque s'accorde sur la pertinence et la quasi-évidence de l'arrivée de notre nouvelle école d'ingénieurs au sein du PVD, appuyée sur nos laboratoires de recherche pluridisciplinaires de niveau national et international. C'est là où la formation, la recherche, l'innovation se font actuellement sur les ENR en France et en Europe. C'est ici que nous pensons les ENR comme un enjeu majeur pour la planète et le mieux vivre ensemble. Une évidence, vous dis-je. Souviens-toi, mon cher Xavier, mon grand ami spécialiste des ENR, vice-président recherche de l'université, quand nous n'étions guère que deux, à réfléchir à cela et à croire quasi secrètement à cette idée encore il y a 3 ans. Souviens-toi.
Comment, souviens-toi, comment une école d'ingénieurs au sein de l'université, mais vous n'y pensez pas sérieusement. Vous savez qu'il faut appartenir à un réseau d'écoles d'ingénieurs sur le plan national et que ce cercle est plus que fermé. Ah oui, une école d'ingénieurs et pourquoi pas le groupe INSA. Et vous savez qu'il faut être habilité par la si redoutée commission des titres d'ingénieurs, la fameuse CTI, et que vous ignorez totalement ses exigences, sa culture. Beaucoup y perdent des plumes, vous savez. Réfléchissez bien. Oui, oui, il faut prendre parfois des risques mesurés, mais des risques. Être ambitieux pour une structure qui le mérite, un territoire qui mérite qu'on valorise ensemble les atouts et qu'on cesse une bonne fois pour toutes de s'auto-flageller, de façon générale, mais en fait de façon particulière aussi sur l'université. Ici, nous avons pris et nous prendrons encore la mesure de nos forces et les transformerons autant que possible en atouts et en attractivité. Aujourd'hui, en cette rentrée 2016-2017, rentrée que je qualifierais quasiment d'historique pour l'université, nous y sommes. Première promotion sélectionnée parmi 240 candidats de haut niveau grâce au réseau INSA, que nous avons l'honneur et la fierté de rejoindre en cette année 2016-2017. Je ne cacherai pas mon bonheur, ma joie, de lancer officiellement ce soir avec vous cette école SUP-ENR et d'en accueillir ses premiers élèves ingénieurs. Bienvenue. Bienvenue à SUP-ENR UPVD Groupe INSA. Je ne suis, chers élèves ingénieurs, ni inquiet de la qualité de la formation que vous allez recevoir dans les 3 prochaines années, ni même de votre insertion professionnelle en suivant. Sachez au passage que dans les 3 ans qui viennent, l'hôtel d'incubation d'entreprise sera présent pour accueillir les projets si vous souhaitez monter des entreprises dans le domaine des ENR sur notre territoire. Je ferme la parenthèse. Je souhaite toutefois, et pour être assez bref, 3 choses pour l'avenir. Car ma conception du pilotage de notre université n'est pas finalement de se satisfaire trop longtemps des acquis, mais bien d'anticiper sans cesse pour construire l'institution de demain. 3 choses, vous dis-je. La première dépend quasi exclusivement de nous. Nous, université, nous, partenaires groupe INSA, que notre école naissante soit réhabilitée par la tant redoutée CTI pour plusieurs années. Ça, c'est le premier point. Et le point essentiel, je dirais. Le point de base. Le deuxième, c'est que le partenariat avec l'INSA de Toulouse s'intensifie comme nous l'avons acté, monsieur le directeur. La troisième, c'est que nous puissions fédérer les collectivités, avec comme chef de file la région, pour offrir dans les meilleurs délais un lieu d'études digne de la qualité de cette formation et de ces élèves ingénieurs. Je remercie tous ceux qui ont cru et qui croient aux retombées de ce projet. Je remercie le conseil d'administration de l'université de m'avoir suivi depuis le début, et y compris récemment, et d'avoir acté 750 000 € sur fonds propres pour lancer le tour de table financier sur le projet. Je remercie l'agglomération, la communauté urbaine, Perpignan-Méditerranée Métropole, pour son soutien constant dans la mise à disposition notamment de locaux transitoires pour accueillir sur TechnoSuite cette formation, et pour avoir acté aussi la subvention complémentaire votée pour le temps espéré bâtiment. Je remercie aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisque c'était le cas lorsqu'on a lancé le dossier. Je remercie le ministre, bien sûr, le recteur et le cabinet aussi du ministère pour leur soutien constant dans ce dossier, dans l'initialisation de ce dossier, et pour avoir pris aussi une position courageuse à nos côtés. Je remercie le groupe INSA en général et l'INSA Toulouse en particulier pour leur accueil, pour leur aide et pour leur considération. Le pôle de compétitivité Derby pour son soutien et la labellisation. Je remercie aussi les entreprises et les partenaires qui ont participé au montage du dossier, ce qui n'était pas évident, le dossier d'audition de la CTI.
Et je remercie bien sûr le Château Valmy, donateur de la Fondation UPVD, pour la mise à disposition de ce lieu d'exception qui participe grandement à la qualité du lancement de ce jour. Nous démontrons ensemble, ici, ce soir, que nous devons croire en nos rêves et faire en sorte qu'ils soient au moins, pour une part, notre réalité de demain. Je vous remercie. Merci, Président. L'Université de Perpignan, à l'initiative de SUP-ENR, avec un partenaire de poids, vous l'avez rappelé, référence en matière de formation d'ingénieurs, c'est le groupe INSA. Je vous demande d'accueillir Bertrand Raquet, directeur de l'INSA Toulouse. Chère Madame la rectrice, chancelière des universités, chers élus au complet, députés, sénateurs, présidents, chers Fabrice et amis, chers collègues et surtout, j'ai envie de dire, chers étudiants, très bien vêtus ce soir, nous prenons plaisir à vous voir. Mon expression aujourd'hui portera également les messages de félicitations du groupe INSA, de notre président Jean-Louis Billouette, qui, ne pouvant être présent, m'a invité en qualité de vice-président du groupe INSA à parler au nom du groupe et bien sûr de féliciter l'université UPVD. Alors, je pense que c'est peut-être l'heure de revenir un tout petit peu en arrière. J'ai en mémoire mes premières semaines de prise de fonction à la direction de l'INSA Toulouse. Il y avait, en gros, ça fait 18 mois. Et lorsque notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a attiré mon attention très rapidement sur la genèse d'un dossier, le projet SUP-ENR au sein de l'UPVD. Ça m'a fait sourire certaines. Quelques jours après, j'avais le grand plaisir de recevoir Fabrice Laurent et toute son équipe à l'INSA Toulouse. Et je dois vous dire sans détour que très rapidement, nous avons été absolument séduits par le projet. Il y a là tous les ingrédients d'une ambition qui fait sens. D'abord, le défi environnemental. Un défi environnemental qui appelle l'ingénierie et l'innovation pour rendre opérable la transition énergétique. Il y a ensuite l'écosystème économique régional. Je salue bien sûr le pôle de compétitivité d'Herbie. Et puis, le terreau, le fondamental, c'est bien évidemment l'expertise reconnue de l'UPVD dans le domaine des énergies renouvelables, dans les champs de la formation, de la recherche, avec des vraies forces de frappe, notamment le soutien du CNRS. Alors, quelques mois plus tard, c'est le groupe INSA qui s'est mobilisé pour accueillir en responsabilité l'UPVD en qualité d'INSA partenaire. INSA partenaire, c'est quoi? INSA partenaire, c'est d'abord une volonté. Ça signifie partager des valeurs d'exigence scientifique, nourries par les humanités et ouverts sur la diversité. C'est aussi capitaliser sur la marque INSA, pour attirer les étudiants de tous les horizons et à très fort potentiel. Et puis quelques semaines ont passé, et je me souviens ensuite d'échanges nourris, de visu ou par téléphone, avec toi, Fabrice, au cours desquels, finalement, progressivement, nous avons pris la mesure de nos vrais atouts, à la fois riches et différenciants, de nos deux établissements. Et là, nous nous sommes fixés comme objectif, finalement, de les conjuguer au service de la grande région et de l'ingénierie dans les territoires. Alors aujourd'hui, nous travaillons à partager nos innovations pédagogiques. Nous travaillons également à associer nos expertises de recherche dans les domaines, sans être exhaustif, du solaire, des nanomatériaux, de l'économie énergétique, de l'autonomie énergétique, des biotechnologies du carbone renouvelable, ou bien encore de l'énergétique du bâtiment. Et puis, ce que nous allons faire également ensemble, c'est ouvrir nos installations techniques pour certaines qui sont uniques au monde, de façon à les ouvrir à nos étudiants INSA Toulouse et étudiants de l'UPVD à travers des projets partagés.
Et puis, parce que nous portons une exigence d'efficience. Nous travaillons également à la mise en place d'un cursus novateur sur 5 ans, où l'étudiant post-bac de SUP-ENR réaliserait ses 2 premières années de formation à l'INSA Toulouse, avant de poursuivre au sein de SUP-ENR, en cycle ingénieur, nourri par des projets partagés avec l'INSA Toulouse et ses étudiants. Il nous reste encore un peu de travail pour formaliser ce schéma. Et il s'agit de le travailler avec la commission des titres d'ingénieur pour ensemble produire le meilleur. Alors en guise de conclusion et avec une part d'émotion, je souhaite très sincèrement longue vie à cette belle et jeune école d'ingénieurs, SUP-ENR. Je salue les forces vives remarquables de l'UPVD. Je remercie chaleureusement les collègues toulousains, il y en a quelques-uns parmi nous ce soir, qui ont une vraie expertise et qui accompagnent le projet. Et puis j'adresse à nouveau au président Laurent toute ma confiance dans le développement de notre collaboration, fort du soutien du groupe INSA et de l'implication au plus haut niveau de l'INSA Toulouse. Je vous remercie. Merci. SUP-ENR s'installe sur un territoire. Elle va rayonner dans le département, la région et à l'international, mais c'est bien Perpignan qui accueille ces nouveaux étudiants. L'école est implantée au cœur du campus solaire de Technosud. Je vous demande d'accueillir Dominique Chemla, vice-président de Perpignan Méditerranée Métropole, en charge du développement durable et des déchets. Il est aussi conseiller municipal de la ville de Perpignan, délégué aux énergies renouvelables. Merci. Madame le recteur d'académie, chancelière des universités, Madame la sous-préfète, Madame la vice-présidente de la région, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur le directeur de l'INSA, Monsieur le président de l'UPVD, cher Fabrice, Monsieur le président du conseil de développement durable, cher Henri Gotte, que j'ai vu tout à l'heure, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est avec un vif plaisir que je vous retrouve ici à Valmy, au cœur de ce magnifique terroir viticole emblématique de notre beau pays catalan. Bien sûr, on aimerait que Valmy soit sur le territoire de la communauté urbaine, mais on se satisfera évidemment de sa présence ici. La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, que je représente ce soir à la demande de son président Jean-Marc Pujol, empêché et qu'il regrette, est, vous le savez, extrêmement attachée à la transition énergétique et au développement des énergies renouvelables. Je profite d'ailleurs de la tribune qui m'est offerte pour saluer, tout particulièrement ici, Bruno Valiente, qui est maire de Cals et conseiller communautaire délégué aux énergies renouvelables, et Daniel Barbaro, maire de Monnet, désormais en charge des agendas 21 communaux au sein de notre métropole et qui vont tous deux, dès aujourd'hui, m'entourer et m'aider à mener à bien cette transition écologique et énergétique qui sera demain un atout économique indispensable au développement de notre territoire. Car oui, nous devons tous ensemble nous battre pour notre terre catalane, celle qui nous a vu naître. La croissance verte, génératrice de croissance et donc d'emploi, sera le troisième pilier de notre économie, aux côtés du tourisme, de l'agriculture et de la viticulture. Je sais, Madame la vice-présidente de la région, combien Carole Delga et vous-même êtes attachés à faire de ce territoire, de cette nouvelle grande région, un territoire à énergie positive. Notre communauté urbaine, depuis 2008, sous l'impulsion de Jean-Paul Alduy et de Jean-Louis Borloo, s'était déjà lancée dans cette même démarche, tout aussi volontariste, tant dans le domaine de l'énergie solaire que dans l'énergie éolienne, ainsi que dans l'économie circulaire, en valorisant nos déchets et en développant des projets de biomasse et de méthanisation, avec l'aide bien sûr du pôle de compétitivité d'Herbie et avec l'aide de Promesse du CNRS. Très bientôt, un réseau de chaleur alimentera notre ville-centre Perpignan, qui deviendra ainsi plus écologique, plus vertueuse et qui luttera ainsi contre la précarité énergétique qui pénalise nombre de nos concitoyens. Monsieur le Président Laurent, cher Fabrice, l'arrivée de cette école d'ingénieurs SUP-ENR à Perpignan est bien sûr une excellente nouvelle.
Après Polytech ENR et l'aide concrète que notre communauté d'agglomération alors vous avait apportée, Perpignan Méditerranée Métropole sera encore à vos côtés pour vous aider à former des ingénieurs qui, demain, seront les fers de lance de cette transition énergétique auprès des entreprises de notre département qui ont tout à y gagner. Mesdames et messieurs, le changement économique est en marche sur notre terre catalane. Merci à tous pour y contribuer. Longue vie et bon vent à SUP-ENR, longue vie à notre université, qui fut aussi la mienne et à laquelle je suis viscéralement attaché. Je vous remercie. SUP-ENR, une école d'ingénieurs, vous l'avez évoqué, qui va devenir sans doute un acteur majeur de l'économie et de l'économie d'un département historiquement tourné vers les énergies renouvelables. On en parlera tout à l'heure plus concrètement dans le plateau TV, le table ronde que nous allons réaliser. Je vous demande d'accueillir Hermeline Malherbe, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mesdemoiselles et messieurs, vous avez bien compris qu'il y avait de présent Madame le recteur, chancelière des universités, je le redis, donc Monsieur le député Jacques Cresta, Madame la vice-présidente représentant Carole Delga de la région, Monsieur le vice-président Dominique Chemla représentant la communauté urbaine, les élus divers et variés, moi j'en citerai deux parce que ça intéresse tout particulièrement votre situation, c'est Martine Roland qui s'occupe globalement de l'environnement et des énergies renouvelables au département des Pyrénées-Orientales et Michel Molly, premier vice-président qui s'occupe de la mer de façon générale. Et donc, on a bien évoqué aussi dans le petit film tout à l'heure les énergies marines et on est déjà dessus, bien évidemment, dans notre département et j'allais dire plus largement dans notre grande région. Il faut bien sûr saluer celui qui nous invite, cher Fabrice, président de l'UPVD, l'Université Perpignan Via Domitia, et puis le compère que tu citais tout à l'heure, Xavier Pi, qui fait partie de cette belle aventure. Et je remercie bien sûr le directeur de l'INSA, du groupe, enfin pas du groupe INSA, de l'INSA Toulouse, mais qui appartient au groupe INSA, ma référence de l'INSA étant sur l'INSA de Rennes, mais il y a vraiment plusieurs années. Et donc, on voit là qu'on a finalement comme une espèce de mariage, ou en tout cas des acteurs qui se rencontrent, qui se fédèrent et qui finalement vous proposent cette formation, parce que tout cela, au bout du compte, c'est d'abord pour vous. C'est pour nous tous parce que, bien sûr, ça fait aussi, ça met en valeur et ça fait rayonner notre territoire, notre département. Mais effectivement, l'important quand même dans cette histoire, c'est votre formation et ensuite votre avenir. Après avoir refait ces présentations de façon un peu différente, je salue bien sûr tous les acteurs socio-économiques qui sont là, aussi bien des banques, des médias, enfin je ne vais pas commencer à citer parce que forcément j'en oublierai, mais ils sont importants pour vous aussi bien évidemment et j'ai bien vu que ça faisait partie de votre formation en regardant les détails de vos 3 années que bien sûr je ne citerai pas parce que l'objectif n'est pas d'être trop long. Simplement je veux vous dire en quoi le département est présent aujourd'hui. D'abord, quand on parle d'énergie solaire, bien sûr, on pense juste à côté au premier four solaire à Sorède, qui est de 1900, donc ça commence à dater, et avec des références plus anciennes encore. Mais ensuite, on pense à Odeo, à Font-Romeu, avec le CNRS et Promesse. Et bien sûr, quand on est au département, on pense à Thémis. Thémis Solaire Innovation maintenant, cette structure qui permet d'avoir fait vivre Thémis, qui avait été, après le choc pétrolier de 1973, les premières étapes de l'énergie solaire, qui a été abandonnée à une époque et que nous avons remis en place le département, l'institution départementale, pour accueillir, bien sûr, pas tout seul.
on ne travaille jamais tout seul quand on est une institution et qu'on veut réussir à faire les choses. Donc bien sûr, il y a le pôle de compétitivité d'Herbie avec André Joffre, que vous avez entendu tout à l'heure. Bien sûr, il y a la région de plus en plus présente sur Thémis et tous les acteurs de la recherche. D'abord Promesse, bien sûr, le CNRS, mais également les entreprises, puisqu'on a la recherche appliquée et la recherche pure là-haut. Et bien sûr, on vous y accueillera avec plaisir. On a déjà évoqué le sujet avec le président de l'université pour que vous puissiez profiter de ces infrastructures. Donc Thémis, avec du solaire à concentration, je ne vais pas aller dans les détails non plus, parce que vous seriez déjà, je pense, plus aguerris que moi. En tout cas, le département est là sur l'énergie solaire, bien sûr avec Thémis, mais aussi parce qu'on a été les premiers à proposer les chauffe-eau solaires une aide à l'installation des chauffe-eau solaires. Donc là, on parle à un moment de précarité énergétique et vous me direz au moins, on est directement dans nos compétences de solidarité auprès des personnes, mais aussi auprès des territoires. Et au-delà de ces chauffe-eau solaires, désormais, c'est tout le travail de la précarité énergétique, tout l'accompagnement des personnes que l'on met en place. Et pour ça, effectivement, on a besoin de cette dimension-là. Le département est là avec le solaire. Le département est là avec l'hydraulique et l'électricité hydraulique, même si c'est compliqué quand on est une institution propriétaire d'un barrage. Mais c'est des choses qui se font sur le barrage de la Glie. Bien sûr, ça existe sur le barrage des Bouillouzes, mais là, on est avec Engie, maintenant, je crois. La Chem, oui, mais ce n'est pas la Chem. C'est l'opérateur local, la Chem. C'est celui qui est en pays catalan et c'est celui de chez nous. C'est vrai. Et par ailleurs, bien sûr, tout ce que l'on peut mettre en place aussi, vous le savez sans doute, que le train jaune, c'est un train hydroélectrique et c'est le premier train électrique du monde à l'époque. On a bien sûr aussi, donc le département est là, c'est ce que je vous disais, bien sûr avec la biomasse, avec tout ce que l'on a pu mettre en place et développer avec l'association Bois Énergie, la première qui a travaillé sur ce dossier, en lien là encore avec le département, les chaufferies bois dans les collèges, dans les EHPAD, les maisons de retraite, c'est du concret, c'est ce qui a permis aussi d'être très présent sur cette énergie renouvelable. Le département est là, donc bien sûr, avec, je vous ai dit sur l'énergie marine, et là c'est avec le parc naturel marin présidé par Michel Molly que l'on travaille sur ces dossiers. Et puis, on est là, bien sûr, et on sera là, puisqu'on a fait la demande dans le conseil pour le département, pour la représentation du département pour l'école. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'à chaque fois, avec Plein Sud Entreprises, les startups qui ont poursuivi comme Coldway, Ecotexera, Energy Air, avec des startups qui sont passées pour un certain nombre par l'UPVD. Donc tout ça, là encore, le département est là. Donc voilà tout simplement pourquoi je suis là ce soir avec vous tous. C'est parce que à chaque moment de la mise en œuvre des énergies renouvelables, eh bien, le département est présent. Quand je dis le département, bien sûr, c'est le conseil départemental, c'est l'institution avec ses élus, parce qu'à chaque fois, c'est des choix qu'il faut faire voter, ce sont des décisions, et cela, c'est important. Donc, c'est vrai que je m'adresse un peu plus à vous, mesdemoiselles et messieurs les étudiants, parce que c'est important de vous voir aujourd'hui et de voir que vous allez poursuivre et participer à notre avenir. Alors pas seulement ici en pays catalan et dans les Pyrénées-Orientales, mais bien sûr en France, en Europe et sans doute dans le monde entier. En tout cas, bon vent à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Merci, Présidente. Une première école d'ingénieurs dédiée aux énergies renouvelables. C'est important et ça a du sens pour toute une région. C'est ce que va sans doute confirmer, j'espère, celle qui va me rejoindre à présent. C'est Agnès Langevin, 3e vice-présidente du Conseil régional Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, en charge de la transition écologique et énergétique, de la biodiversité, de l'économie circulaire et de la gestion des déchets. Merci Olivier.
Madame la rectrice, chancelière des universités, Madame la sénatrice, Madame, Monsieur les élus, Monsieur le Président, Monsieur le directeur de l'INSA, Monsieur aussi, je vous salue puisque vous avez en charge de mener maintenant cette nouvelle aventure avec l'école de formation d'ingénieurs. Donc beaucoup de choses, et puis je vous trouve très, très sage finalement, parce que c'est pas évident, parce que nous aussi, il y a du discours renouvelable, mais on dit aussi beaucoup les mêmes choses. En tout cas, nous avons un point commun, c'est effectivement ce projet qui a été porté par vous depuis quelques années, fait sens dans cette nouvelle région, fait sens parce que vous avez quelque part préfigurer la nouvelle région sur l'axe Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Ça fait sens parce que c'est une région qui a déjà qui est bien positionnée sur le plan de la transition énergétique, avec un deuxième rang sur la production d'énergie renouvelable en France. Ça fait sens parce que c'est sur ce territoire des Pyrénées-Orientales, un territoire précurseur dans l'énergie solaire. Et donc, je me permets d'avoir une petite pensée pour André Joffre, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui, je crois, sans qui ce département n'aurait pas cette histoire et ce positionnement avec le pôle d'Erby dans la région, même en France et voire au niveau international sur les énergies renouvelables. Donc je crois que ce soir, nous lui devons toutes et tous beaucoup. Alors, il y a ces atouts, effectivement, la compétence des enseignants-chercheurs, un tissu économique porté par le pôle d'Erby dans la nouvelle région, et des atouts politiques aussi, avec des volontés. La présidente l'a rappelé, c'est des votes, c'est des décisions, des engagements de budget. Et donc, il y a un atout dans cette nouvelle région, c'est la volonté de la présidente Carole Delga d'engager cette région dans la transition énergétique et d'en faire, à l'horizon 2050, la première région à énergie positive en Europe. Donc c'est un objectif ambitieux. Vous connaissez la définition, je suppose, de faire en sorte que cette nouvelle région compense sa consommation d'énergie par sa production en énergie renouvelable. Donc cela veut dire très concrètement placer les deux anciennes régions qui avaient déjà des politiques très volontaristes un peu plus haut dans ces objectifs que ceux qui étaient définis dans les schémas existants. Donc ça veut dire, pour situer un peu et donner quelques chiffres, réduire de 33% nos consommations d'énergie. Donc ça veut dire de l'ingénierie, de l'innovation dans les bâtiments, dans la rénovation, et aussi d'accroître, là, de plus de 250% d'ici 2050, notre production d'énergie renouvelable. Parce que vous avez des enseignements de qualité, de l'innovation, mais il vous faudra aussi un tissu d'entreprise, un tissu innovation, mais il faudra aussi créer de l'emploi, des gisements, apporter votre expertise. C'est, ça a été dit, le grand défi de la transition au vu de la crise écologique et énergétique. Et donc, la région va concourir par sa politique de recherche et d'innovation, par sa politique de développement économique portée par la vice-présidente Nadia Pelfig, par la présidente et par moi-même. Donc, une volonté pour vous permettre, je le souhaite, de vous implanter dans cette nouvelle région, d'apporter votre savoir-faire, de rester sur ce territoire et de concourir aussi à cette transition. Alors, ce que je voulais vous suggérer, je pense que le président a dû partir faire en plateau, il fait un direct sur France 3, mais je voulais lui faire une suggestion que je reprendrai tout à l'heure, avec derrière donc ce magnifique paysage. On est ici sur un domaine viticole, et donc vous serez le premier cru, le premier cru 2016, et donc je ne sais pas quels sont peut-être les rites d'initiation, de cohésion que vous avez choisis, mais peut-être une vendange avec cette année un impact climatique assez fort sur la récolte et peut-être du coup sur la qualité du vin. Donc je vous mets au défi de produire aussi le premier cru Valmy 2016 SUP-ENR. Merci. Voilà, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée à ces nouveaux élèves, ingénieurs.
On a beaucoup parlé de l'importance de cette nouvelle école d'ingénieurs. Elle est aussi très importante pour la région académique. Elle va me rejoindre sur scène à présent. Armande Lepellec-Muller, recteur de l'Académie de Montpellier et recteur de la région académique Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, chancelière des universités. Merci beaucoup, monsieur le député, madame la sénatrice, présidente du conseil départemental, madame la vice-présidente du conseil régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, monsieur le vice-président de la communauté urbaine. Je suis évidemment... Ah, ben vous voilà de retour, président. Ça y est, il est fait le plateau. Voilà. Donc, ravi d'être avec vous toutes et tous autour de Fabrice Laurent, autour de notre directeur de l'INSA de Toulouse et puis de notre directeur général du pôle de compétitivité d'Herbie. Nous tous et nous toutes, vous-même qui portez cette très très belle formation dès sa naissance, je pense que c'est toujours une très très belle aventure. Et puis vous, surtout, jeunes filles, parce qu'il y en a 8 quand même, il ne faut pas les oublier. Non, même pas. On m'a dit, c'était pas vrai. C'est même pas vrai. Non, c'est même pas vrai. Non, on est en train, nous, de montrer quand même l'exemple, mesdemoiselles, parce que, en général, quand on va vers la fin des discours, on va vers celles et ceux qui représentent. Voilà. On finit par 3 femmes. Non, mais enfin, j'insiste, on finit par 3 femmes. Ah, quand même. C'est rare. Pour vous dire à tel point c'est rare, c'est que nous avons 30 académies. Alors ça y est, nous avons 15 femmes et 15 hommes recteurs. C'est la première fois de l'histoire des recteurs, 1809, que nous avons la parité. Mais nous n'avons que 2 femmes recteurs à la tête de régions académiques. Voilà. Au sens de celles qui sont pluriacadémiques. Donc c'est vrai qu'on a encore un peu de chemin à faire. Donc mesdemoiselles, j'en compte que 2 et je suis d'une tristesse absolue. Je pensais que vous étiez 8. Donc on va militer. Alors messieurs, bienvenue quand même. Vous n'y êtes pour rien. Voilà. Enfin, pas encore. Pas encore. Hein. Voilà. Alors, évidemment, mesdames et messieurs, vous toutes et tous ici présents, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, et puis les représentants, bien sûr, des collectivités, des entreprises. Alors, c'est une belle aventure. Voilà, c'est une belle aventure parce qu'on voit bien qu'on décline les lois de décentralisation. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que depuis les décennies de ces lois de décentralisation successives, nous avons appris, collectivité, État, État, collectivité, à travailler ensemble. Et qu'au fond, en travaillant ensemble, nous faisons la démonstration que, autour des politiques publiques partagées, nous pouvons construire là où tout seul nous n'aurions pas pu faire. Et c'est vrai que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, voilà, évidemment, est un domaine dans lequel, à la fois, on construit l'avenir, parce qu'on permet à des jeunes de se former, bien sûr en visant l'insertion professionnelle, mais de se former en tant qu'hommes et femmes, citoyens de notre belle société française, dont on partage les valeurs, et bien sûr, dans le même temps, ce faisant, construisant ensemble, nous construisons des outils qui vont permettre le développement économique, culturel, social des territoires. Et dans ce domaine, je trouve qu'une école d'ingénieurs est un exemple parfait de ce travail lié à cette déclinaison de nos compétences réunies autour d'objets qui permettent à la fois le développement de notre jeunesse, de se tourner vers l'avenir, et en même temps d'œuvrer pour le territoire et pour son propre développement. Et puis, ce qu'on apprend aussi à faire, et c'est vrai que les écoles ont été, je dirais, en prise directe peut-être plus tôt, et notamment les écoles d'ingénieurs, c'est à travailler avec le monde économique, avec le professionnel. Votre fondation, Président, évidemment, est un exemple de ce travail coopératif au quotidien
Comment préparer la société de demain? Comment travailler à ce lien entre formation, emploi, compétences, si on ne le fait pas et qu'on ne le porte pas ensemble? Et puis, bien sûr, la dernière déclinaison que nous portons ensemble, c'est cette idée. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis recteur d'académie chancelier des universités, mais je suis aussi recteur de région académique, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Et pour moi, c'est un vrai plaisir d'inaugurer ce que nous allons faire ensemble à travers cette région académique, en pouvant travailler, je dirais, ensemble des écoles, ensemble des universités, ensemble des organismes de recherche que nous trouvons dans l'Académie de Toulouse et dans l'Académie de Montpellier. Et nous avons tout avantage à le faire pour une seule raison. C'est que même dans les domaines où nous nous retrouvons, nous sommes complémentaires. Il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de mise en concurrence. Il se trouve que le développement des grands dispositifs de formation, de recherche et d'innovation sur les deux territoires académiques, eh bien, se sont faits d'une manière tout à fait complémentaire, y compris dans le domaine de la santé, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'agro-environnement. Nous sommes sur des thématiques qui se complètent, puis qu'elles ne se mettent en compétition les unes par rapport aux autres. Attends, mais c'est une chance qui est tellement exceptionnelle qu'on ne peut pas faire autrement que s'appuyer sur cette chance pour construire ensemble. Et je suis évidemment très heureuse parce que sur ce territoire, vous avez été très nombreuses et très nombreux, et pas que les élus, mais aussi les étudiants et étudiantes, à nous dire on n'a pas de formation d'ingénieur. Et il était important sur ce territoire où l'université de Perpignan règne de manière assez exceptionnelle, mais ça j'y reviendrai après, grâce à une équipe qui a un deuxième mandat pour faire encore mieux que le premier, c'est dire, avec de beaux défis à relever. On est vraiment dans cette dynamique qui nous permet évidemment de nous projeter sur des dispositifs de formation qui irriguent l'ensemble du territoire, et il nous manquait une formation d'ingénieur. Je suis ravie que ça se fasse avec l'INSA. J'ai beaucoup travaillé avec le groupe IMSA, avec les écoles d'ingénieurs de l'INSA. Vous l'avez dit tout à l'heure, et je le reprends. 2 mots importants à l'INSA, la pluridisciplinarité, qui laisse une place extraordinaire aux humanités. Et c'est vrai que cette formation d'ingénieur, elle me tient à cœur, parce que bien sûr, elle est sur les technologies, elle est dans le domaine technique, sauf que pour vous construire en tant qu'homme et femme, y compris en tant qu'homme et femme dans les métiers dans lesquels vous allez exercer, vous avez besoin de cette formation à travers les humanités. Alors ici, on a les langues. J'espère qu'on fera un peu quand même autour des lettres, un peu de philo aussi, parce que c'est indispensable. Et puis bien sûr, les sciences économiques, les sciences de gestion, le droit, la communication. Les humanités, la pluridisciplinarité. Demain s'écrit à l'interface des disciplines. Tout ce que nous sommes en train de construire ensemble se construit à l'interface des disciplines. On ne peut pas penser technologie, développement des sciences dites dures, etc., sans le concours sur les grands enjeux sociétaux des sciences humaines et sociales. Et puis le deuxième mot que vous avez employé et qui résonne évidemment très fortement en tant que recteur, mais aussi en tant que citoyen, c'est la question de la diversité. Et c'est vrai que les écoles d'ingénieurs de tout temps, y compris les très très grandes écoles aussi d'ingénieurs, ont toujours eu cette politique d'ouverture sociale qu'on a retrouvée par ailleurs après dans d'autres types d'écoles. Mais c'est vrai que les écoles d'ingénieurs ont été les premières à porter très très haut cette ambition. Et ça, c'est une vraie nécessité. Une diversité, alors j'aimerais qu'il y ait plus de jeunes femmes, ça on l'a compris, mais on va y arriver. La diversité, c'est aussi de venir d'origines très différentes, d'avoir des parcours très différents. Et moi, je regardais, là, vous venez de CPGE, de BTS, de DUT, de licence, 2e année ou de 3e année, une très grande diversité, et puis des boursiers. Sur les 32, nous avons 13 boursiers.
si les chiffres sont bons. Et je trouve que, voilà, cette dynamique-là, il faut vraiment l'installer. D'autant qu'on le sait, y compris sur des formations d'ingénieurs, comme les formations de master, nous pouvons aussi penser apprentissage et donc relever le défi d'une plus grande diversité parce qu'on donne leur chance, évidemment, de manière très forte aux boursiers. S'ils sont boursiers, ce n'est pas pour rien. C'est sans doute aussi, on cumule un peu les difficultés économiques et en même temps, être dans cette dynamique avec le potentiel du monde économique qui est ici présent, à travailler aussi sur les formations en apprentissage. Et je sais que l'université est très mobilisée, évidemment, sur ce sujet. C'est un partenariat emblématique parce qu'on va retrouver le CNRS, des laboratoires exceptionnels, promesses, mais on a aussi un laboratoire dont on parle très peu, ARDEF, qui est plutôt sur le domaine de l'urbanisme, l'aménagement du territoire, la gestion des ressources et développement. C'est important aussi de le rappeler. On marche là aussi sur les deux pieds, d'un point de vue pluridisciplinaire. Le fait de travailler avec le pôle de compétitivité, de partager un territoire, alors même si le pôle de compétitivité s'est organisé à l'échelle, vous me le rappeliez, de la très grande région, de manière un peu anticipée, et puis de travailler avec la pépinière d'entreprise, ENR Green Tech. Donc on est vraiment, et puis on attend beaucoup évidemment, on a beaucoup œuvré pour ça. Monsieur le Président, de l'incubateur, de l'hôtel d'incubation, qui permettra évidemment dans ce territoire d'avoir des outils. Je me tourne vers la communauté urbaine et vers la mairie. Nous avons beaucoup discuté ce sujet et c'est vrai que le CPER, Madame la vice-présidente, a été au rendez-vous à la fois dans le domaine, dans la dynamique, bien sûr, de la réhabilitation. C'est 17 millions d'euros uniquement État-région, mais aussi via l'hôtel d'incubation et vos plateformes aussi, sur lesquelles, évidemment, nous comptons beaucoup. Alors, je voudrais quand même... Alors, on parle beaucoup, évidemment, de cette école d'ingénieurs parce que c'est la première, parce que c'est la transition énergétique, ce sont les énergies propres. Je voudrais juste dire un mot. Au fond, cette école, elle est comme cette université, innovante. Parce qu'une université de proximité, elle ne peut pas faire autrement. Il faut qu'elle soit agile et il faut qu'elle soit innovante pour se positionner dans un territoire avec lequel elle doit nécessairement construire, y compris pour se projeter du reste à l'international. Innovante, habile, parce que quand on est une université de proximité, enfin 9000 étudiants quand même, bon, il faut être habile pour trouver son positionnement. Ce n'est pas toujours facile. Sauf que cette université, elle est aidée, parce qu'elle a un positionnement dans la nouvelle grande région qui lui permet à la fois, évidemment, de regarder sur les deux grandes métropoles, tout en se tournant vers l'Espagne, tout en étant dans le réseau des 21 universités de langue catalane, Xarxa Vives. Donc, on voit bien, voilà, cette habileté de l'équipe de direction à avoir positionné, je dirais, cette université. Rapide, parce que je sais que dès qu'on parle avec vous de projets, voilà, on sait qu'ils vont aboutir bien, et dans un délai qui est toujours très, très, très court. Solide, parce que je trouve que quand on pense les projets dans ce territoire, avec cette université, c'est toujours dans un environnement qui est constitué. Une université, c'est un lien consubstantiel entre la formation et la recherche. Et je sais gré au président Laurent, mais comme je le sais aussi, je le suis gré aussi avec votre collègue de Nîmes, c'est que vous n'avez jamais lâché la rigueur sur la question de la recherche et de la recherche de très haut niveau. Donc c'est la recherche, ce sont des équipements assez exceptionnels, et c'est vrai que TechnoSud ici va le permettre de manière fondamentale. Et puis, c'est évidemment, d'un point de vue de l'environnement économique, un travail et des liens à tout moment. Et puis, une école d'ingénieurs qui ressemble aussi à cette université, parce que c'est une école qui va être évolutive. Alors, elle n'est pas encore école, c'est une formation,
qui est porté par l'université. Et on espère que toutes et tous, très rapidement, nous aurons évidemment la dimension en termes de recrutement pour pouvoir relever ce défi au terme de l'accréditation, pour pouvoir faire en sorte que nous devenions sur ce site une école interne, une école d'ingénieurs avec ce partenariat exceptionnel du groupe INSA. Je suis toujours très fière quand on réalise, je dirais, ces défis de pouvoir être un acteur majeur du territoire et en même temps d'offrir à chacun de nos jeunes un parcours qui lui soit adapté dans un rapport de proximité. On fait la démonstration que lutter contre les inégalités, donc aller dans le sens de l'égalité des chances, mais aussi lutter contre l'inéquité des territoires, parfois c'est moins avoir des entreprises, mais bien plus avoir un maillage territorial important de l'enseignement supérieur et de la recherche. Parce que quand on a une université de proximité et qu'on a un parcours qui nous est offert, eh bien, ça veut dire que nous jeunes, qui sont issus de familles plus modestes, peuvent le faire. Parce que se déplacer, c'est toujours un coût particulièrement important. Et même si notre ministère s'est beaucoup mobilisé depuis 2013, en gelant le ticket de Resto U, en jouant la carte des bourses, c'est plus de 500 millions d'euros quand même, avec la création des nouveaux échelons, en mettant en place l'ARP, qui est une aide pour les jeunes qui sont sortis d'un diplôme et qui n'ont pas encore trouvé d'emploi. Voilà. On voit bien qu'évidemment, il y a une mobilisation d'un État stratège qui est à l'écoute, mais dans le même temps, on sait très bien aussi qu'une université de proximité, c'est une chance de pouvoir poursuivre, parce que si on avait dû partir, eh bien peut-être qu'on ne se serait pas lancé le défi de l'élévation du niveau de qualification en passant par des diplômes plus élevés. Or, l'insertion sociale aujourd'hui, moi, quand je travaille avec des entreprises, toutes les entreprises me disent « Mais Madame le recteur, on a besoin d'une élévation du niveau de qualification. Certes, on a besoin des niveaux 5 et des niveaux 4, mais avec le numérique, avec la transformation, toutes les transformations technologiques, il nous faut du niveau 3, du niveau 2, du niveau 1. Donc, on voit bien qu'on s'insère d'autant mieux qu'on a poursuivi son parcours en essayant d'aller de diplôme en diplôme, en élevant ce niveau de qualification. Et c'est vrai qu'un diplôme d'ingénieur, la conférence des écoles, des grandes écoles, nous disait que 8 jeunes sur 10 qui sortent diplômés trouvent de l'emploi. À l'UPVD, a priori, on fait mieux. Il paraît que vous insérez, au bout de 12 mois, 85% de vos jeunes. Je pense qu'avec le partenariat qui est noué pour cette école d'ingénieurs, ça sera 100%. 100% à la fois sur le territoire, mais en même temps, évidemment, de manière plus générale, quand on est sur ces niveaux-là, la mobilité, c'est aussi ce qui nous permet toujours d'aller plus loin. Je voudrais terminer sur une citation de John Ruskin qui dit « La suprême récompense du travail n'est pas ce qu'il vous permet de gagner, mais ce qu'il vous permet de devenir. Soyez, mesdemoiselles et messieurs, les ambassadeurs de cette formation d'exception, vous l'avez vu, soyez les ambassadeurs de cette université de Perpignan, soyez les ambassadeurs d'un système d'enseignement supérieur et de recherche français. Je vous souhaite une très belle carrière, une fois vos 3 années d'études et votre diplôme en poche. Je vous souhaite d'être gourmand de la vie et puis de vous ouvrir des opportunités. Technologie et humanité vous permettront mieux que sans doute beaucoup d'autres formations de vous permettre de vous insérer d'autant mieux socialement et professionnellement. Bravo à toutes celles et tous ceux qui ont permis que tout le monde soit réuni ici. Merci beaucoup. SUPENR, vous venez de le rappeler de façon appuyée, Madame le recteur, a un rôle majeur à jouer
en particulier pour les jeunes générations d'ingénieurs qui vont sortir dans le contexte mondial de la transition et du mix énergétique avec une démarche globale de développement durable, sujet que nous allons débattre lors d'un petit plateau télé qui va suivre. Alors il y a une petite mise en place comme vous pouvez le voir. Pendant cette mise en place, je vais appeler ceux qui vont m'accompagner pour cette table ronde. Agnès Langevin, Frédéric Guillot. Agnès Langevin, donc vous avez déjà écouté, vice-présidente en charge de la transition écologique à la région. Frédéric Guillot, directeur régional adjoint de l'ADEME. Je vais vous les présenter une fois qu'ils seront en place. Et Gilles Charrier, directeur général du pôle de compétitivité d'Herbie. Voilà, Serge Planton, madame, juste là. Et puis il y a enfin Xavier Py, professeur d'université, vice-président recherche à l'UPVD. Je vais vous placer. Et une petite mise en place, ne vous inquiétez pas, ça va être très rapide. Monsieur Py, monsieur. Bonsoir. Alors, monsieur Planton. Voilà, vous mettez juste à côté de monsieur Py. Bonsoir. Allez-y, bonsoir, pardon. Monsieur Guillot, juste là-bas. Ah, monsieur Guillot, juste là-bas. Voilà. Alors, vous avez... Ah, je croyais que vous aviez... Monsieur Charrier. Voilà, juste là. Voilà, pendant ce temps-là, il reste des places. Voilà, les personnes qui étaient debout peuvent trouver des places juste derrière les élèves étudiants, les élèves ingénieurs. Hop. Alors, c'est une émission qui sera diffusée sur TV Sud dès demain vendredi à 19h et 21h30 sur TV Sud Pyrénées-Orientales, canal 33 de la TNT, puis sur l'ensemble des chaînes de TV Sud tout au long du week-end. Alors, je vous donne les principales rediffusions. Samedi 16h30 sur TV Sud PO et Montpellier. Dimanche 13h30 aussi sur TV Sud et PO et Montpellier. Alors, petite particularité pour le Gard, c'est la Feria dans le Gard. Donc, il y a beaucoup d'émissions dédiées sur TV Sud pour la Feria. On va démarrer. Il y a un petit générique. C'est une vraie émission, hein, donc, qui va durer 26 minutes dans un format qui est télévisuel. On va démarrer. Je vais faire une pause, sinon on ne pourra pas lancer le générique. Voilà, dès qu'on me donne le décompte en régie, je suis prêt quand tu veux. Bonjour à tous, émission spéciale de TV Sud à l'occasion du lancement de la première école d'ingénieurs de France dédiée aux énergies renouvelables. SUPENR, c'est son nom, s'installe au cœur de la zone d'activité Technosud de Perpignan. SUPENR qui a été imaginé et créé par l'Université de Perpignan via Domitia, l'UPVD, en partenariat avec l'INSA Toulouse. Une première promotion de 32 élèves ingénieurs vient de démarrer cette formation qui va durer 3 ans. Des jeunes de 19 à 23 ans qui vont être au cœur des problématiques économiques et sociétales qui intéressent tous les acteurs de la transition énergétique. Et ils sont nombreux dans notre région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée et dans ce département des Pyrénées-Orientales. D'où le thème de notre débat, quel rôle jouent les énergies renouvelables dans une démarche globale de développement durable? Pour en parler sur ce plateau, 5 invités. Honneur aux dames. D'abord, on commence par Agnès Langevin. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. 3e vice-présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée en charge de la transition écologique et énergétique, de la biodiversité, de l'économie circulaire et des déchets. Et puis Frédéric Guillot. Bonsoir. Directeur régional adjoint de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et puis Gilles Charrier, bonsoir. Bonsoir. Directeur général du pôle de compétitivité d'Herbie qui œuvre, vous allez nous le rappeler, pour le développement de la filière des énergies renouvelables. Et puis Serge Planton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'unité de recherche climatique au Centre de recherche de Météo France. Enfin, Xavier Py, bonsoir. Bonsoir. Professeur d'université en énergétique, vice-président recherche à l'UPVD.
Développement durable, je répète, la thématique, on va la rappeler tout au long de cette émission, de ce plateau. Quel rôle jouent les énergies renouvelables dans une démarche globale de développement durable? Pour répondre à cette question, précisons d'abord développement durable, Xavier Py. On y met beaucoup de choses, une dimension environnementale, mais pas seulement, une notion à la croisée de beaucoup de chemins. Oui, tout à fait. Quand on parle de développement durable, déjà, il y a un changement de paradigme, en quelque sorte, parce que le développement, jusqu'à il y a encore quelques années, c'était plutôt le fait que les pays émergents devaient passer un cap. Le développement durable, ça s'adresse à tous les pays, parce que là, les pays industrialisés, comme les États-Unis, le Koweït ou la France, les vieux pays, qui sont largement embarqués dans les énergies fossiles, doivent, eux, opérer une véritable transformation, une transition. Et ça ne s'adresse pas seulement à un niveau technologique, mais pour opérer cette transition, il faut aussi opérer une transition dans les mentalités et dans les cultures. Et pour ça, on a besoin effectivement de nouvelles générations d'ingénieurs. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir construire ça avec nos partenaires, avec de nouvelles générations d'étudiants. Agnès Langevin, pour la région développement durable, j'imagine que ça parle aussi. Oui, bien sûr. Depuis 1992, depuis le sommet de Rio, toutes les collectivités, et cela a été rappelé, pas uniquement les pays en voie de développement ou les pays émergents, ont dû se saisir de ce nouveau concept qui allie les trois piliers de l'efficacité économique, du socialement équitable et de l'écologiquement soutenable. Et donc, pour une collectivité comme la région, finalement, ce concept, on doit se l'approprier à un double niveau. D'abord, au sein même de l'institution régionale, en intégrant ce concept et ces critères d'évaluation dans l'ensemble de nos politiques sectorielles. Et ensuite, nous devons aussi œuvrer en direction des territoires, des citoyens, des acteurs économiques, des agriculteurs, des opérateurs touristiques pour intégrer ces actions de développement durable en matière énergétique, en matière de réduction de l'empreinte écologique, de création d'emplois aussi locaux. Voilà, toute une démarche qui est vraiment au cœur de la mission d'aménagement et d'équilibre du territoire de la région. On va développer justement cette notion économique, cette notion sociale, cette notion de territoire, tout le monde va l'évoquer. J'aimerais vous entendre justement Frédéric Guillot, directeur régional adjoint de l'ADEME, sur cette notion essentielle de territoire. Oui, alors les énergies renouvelables sont effectivement un moteur essentiel du développement des territoires, et vice-versa, j'essaierai de vous le démontrer. Donc les énergies renouvelables par rapport au développement durable, sur les trois piliers, évidemment sur le premier pilier, l'environnement, c'est évident, je pense que ça a été dit, les énergies renouvelables sont un des piliers de la transition énergétique et écologique. Donc d'ailleurs, notre ministre Ségolène Royal, via les TEPCV, Territoires à énergie positive pour la croissance verte, avait fait une large place aux énergies renouvelables. Donc sur le pilier du développement économique, enfin de l'économie, mais du développement économique, les ENR sont un moteur essentiel du développement économique sur les territoires. Mais aussi, les territoires sont très porteurs du développement des ENR. Nous, à l'ADEME, on a une politique très volontariste pour essayer d'inciter et d'accompagner les territoires pour avoir des politiques volontaristes. Et on sait qu'un territoire, il y a beaucoup de leviers pour faciliter le développement des ENR. Alors, les discours introductifs étaient très évidents dans ce sens-là, puisque je dirais, on a bien vu tout le côté proactif dans les discours et tous les leviers que disposent les territoires et les collectivités sur les territoires. Mais c'est très important. Donc, il y a vraiment un lien très important entre territoire et territoire, développement économique et ENR. Puis, alors, le troisième pilier, c'est le social. Alors, c'est peut-être le pilier sur lequel c'est peut-être un peu moins évident. Pourquoi les ENR ont impact sur ce levier? Mais d'abord parce que de faire des ENR, c'est d'abord baisser le coût de l'énergie, et c'est donc faciliter l'accès à l'énergie pour un plus grand nombre, lutter contre la précarité énergétique. Et puis aussi, au niveau social, c'est aussi les ENR, on peut le voir sous le côté participation des citoyens, des acteurs au projet d'ENR. On a quand même fait une première génération de développement des ENR, où c'était plutôt des projets d'entreprise, certes, qui s'inséraient dans un territoire, mais les territoires et les acteurs des territoires n'étaient pas assez acteurs de ces projets. Et là, maintenant, on voit un vrai basculement avec une implication des acteurs, y compris les citoyens, qui vont même jusqu'à participer au financement. Et pour nous, c'est un petit peu une façon de boucler la boucle, parce que c'est un meilleur moyen d'acceptation des projets. Alors évidemment, dans le côté social, tout ça, c'est pour avoir une meilleure acceptation, une meilleure appropriation des projets sur les territoires.
développement global, vous le dites, hein, sur un territoire. Alors le territoire, on peut parler effectivement de la région, du département, notamment des Pyrénées-Orientales, très en pointe dans les énergies renouvelables. Et Gilles Charrier, vous êtes directeur général du pôle de compétitivité d'Herbie. Ici, sur ce territoire, les énergies renouvelables, ça a quoi, un demi-siècle tout de même? Déjà, s'il y a un pôle de compétitivité qui a été labellisé par l'État ici avec son siège à Perpignan, c'est parce qu'il y avait effectivement une histoire, des compétences, une masse critique de compétences et de technologies disponibles sur ce territoire, et une histoire donc, qui est très ancrée. Le développement du solaire, vous l'avez rappelé, ça a été rappelé hein, tout à l'heure, date du début 1900. Toutes les installations solaires en Cerdagne ont commencé dans les années 40-45 et ensuite ont été poursuivies à travers le four solaire de Deyo dans les années 60-70. Et puis bien évidemment, ici à Perpignan, l'université a très très tôt développé des programmes de formation qui intégraient justement les énergies renouvelables. J'avais fait une petite recherche moi-même personnelle. Le premier diplôme qui devait être un DEA à l'époque date des années 73. Donc on voit que ce territoire a une histoire, une culture qui est très très portée sur ce sujet. Alors on a évoqué le développement durable, transition énergétique, les énergies renouvelables. Ce qui pousse les acteurs de ces filières à accélérer, si je puis dire, dans ces domaines, ce sont les questions liées au climat, le réchauffement climatique. Serge Planton, vous êtes chercheur à Météo France sur ces sujets. En quoi le développement des énergies renouvelables, c'est une solution pour limiter le réchauffement climatique très clairement maintenant, aujourd'hui, en 2016 ? Oui, effectivement, les énergies renouvelables font partie de la solution. Et pourquoi ? Parce qu'elles permettent de réduire les émissions de certains gaz qui ont un effet sur le climat. On le sait aujourd'hui, qui est de réchauffer notre climat. Et les énergies renouvelables vont permettre de remplacer l'utilisation des sources de ces gaz, qui sont les combustibles dits fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel, par des sources d'énergie propres qui n'ont pas cette influence néfaste sur le climat. Et aussi, aujourd'hui, on est capable de chiffrer finalement cette influence humaine sur le climat. On sait qu'elle s'est déjà produite. On dit que l'essentiel du réchauffement des 50 dernières années est bien lié à ces émissions de gaz à effet de serre. Et pour le futur, si on continuait sur la trajectoire actuelle, donc d'émissions de gaz à effet de serre, sans prendre en compte justement les énergies renouvelables, eh bien, on serait sur une trajectoire d'un réchauffement qui serait de 3 degrés à 5 degrés et demi. 3 degrés, 5 degrés et demi, c'est peut-être pas très parlant, mais pour faire une référence, c'est à peu près l'écart de température qu'il y a entre une période glaciaire, comme il y a 20 000 ans, et la période interglaciaire qu'on connaît aujourd'hui. Ce que la nature a fait, le réchauffement, en 10 000 ans, entre cette période glaciaire et la période actuelle, eh bien, l'homme est en train, peut-être, de le répéter, mais à une échelle de temps beaucoup plus courte, sur 250 ans depuis le début de la période industrielle, à cause des émissions de gaz à effet de serre, donc d'ici la fin du siècle. Mais évidemment, avec donc des mesures, des solutions pour essayer de réduire ces émissions, on espère être sur une trajectoire, au contraire, de stabilisation du climat. On dit à 2 degrés, on pourra peut-être en parler, mais pourquoi 2 degrés ? Mais donc, on essaie d'éviter ces problèmes à venir. Il y a eu des engagements forts pris au cours de la COP21 hein, l'an dernier. D'ailleurs, des accords ratifiés par, on va dire, les 2 plus grands pollueurs de la planète récemment. Oui, d'ailleurs, on avance un petit peu sur les autres parce qu'on n'attend pas plus d'une trentaine, 30 à 40 pays qui ratifieront l'accord d'ici à la fin de cette année. Mais c'est ça simplement parce que les procédures de ratification sont parfois compliquées. La France l'a fait, donc la France a ratifié aussi après une procédure parlementaire, donc au mois de juin dernier. C'est le 2e pays d'Europe après la Hongrie. Et effectivement, comme vous l'avez signalé, les USA et la Chine qui l'ont annoncé en marge du G20, qui a annoncé la ratification aussi du traité. Mais 175 pays ont d'ores et déjà signé le protocole d'accord et le processus de ratification est en marche dans ces pays-là. Xavier Pi, on le voit, les enjeux sont énormes. Le rôle de ces élèves ingénieurs qui sont face à nous va être essentiel. Oui, tout à fait, parce que bon, la volonté politique au départ est tout à fait indispensable, ça c'est clair, qu'il y a un engagement des États. Après, la mise en pratique, elle n'est pas simple, parce que le sujet est extrêmement complexe, parce que déjà, il n'y a pas de solution miracle.
Une technologie, elle est bonne à un moment donné, à un endroit donné, et c'est un marché international. Une bonne solution aujourd'hui en France, c'est pas la même qu'au Burkina Faso, au Koweït ou ailleurs, et dans 20 ans, ce ne sera pas non plus la même. Donc on a besoin d'un mix de solutions, d'où le mix énergétique d'ailleurs, et ces élèves-là, ingénieurs, vont devoir effectivement se former pour affronter des sujets extrêmement complexes et mouvants, et tout au long de leur carrière, il va falloir qu'ils s'adaptent à différents milieux, à différentes situations, et qu'ils adaptent leur technologie et le mix de solutions. Donc ça ne va pas être simple. Au niveau de l'ADEME, Frédéric Guillot, le mix énergétique, on est déjà très, très en pointe là-dessus. Ah oui, bien, on est complètement dedans, nous, à l'ADEME, tous les jours. Peut-être je voulais revenir peut-être par rapport aux élèves et le côté des ENR dans le développement durable. Je voudrais peut-être faire passer un message aussi, Madame le recteur a insisté sur l'importance de l'interdisciplinarité. Moi, je voudrais revenir là-dessus aussi parce que faire des ingénieurs, c'est bien, mais derrière, leur métier, ça va être de monter des projets, la vraie vie, voilà. Donc je pense qu'ils ont une vraie chance, et par cette implantation ici sur un territoire avec la dynamique qui a été démontrée par tous les discours, je pense que vous aurez accès à du véritable montage de projets au plus près des acteurs, et ça, c'est une chance pour vous. Alors c'est une vraie chance aussi pour tous les acteurs de disposer de cette école d'ingénieurs et de tous ces élèves qui vont pouvoir rayonner dans les entreprises. Mais j'insiste sur ce côté-là parce que les projets, notamment dans le domaine des ENR, c'est vraiment pas que de la technique, hein. C'est beaucoup d'aspects financiers. Si on veut aller vers la généralisation, respecter les objectifs que la France s'est donnés et que la région même s'est donnés et les territoires, il va falloir avoir une véritable ingénierie aussi financière. Donc moi, je vous incite aussi dans votre formation à être très ouvert sur tous ces aspects-là et dans vos stages et dans toutes vos expériences. Et puis je reviens sur le côté social parce que c'est le développement durable. Et les énergies renouvelables, c'est vraiment un élément très important. Je parlais de l'acceptation tout à l'heure. Faire des projets, ce n'est pas que de la technique, c'est de les faire accepter sur les territoires, c'est de les faire accepter par les riverains, les acteurs. Et toutes ces sciences sociales vont être très importantes. Donc pensez-y. Et souvent, c'est un petit peu... dans les écoles d'ingénieurs, parce que j'y suis passé moi aussi, enfin, un petit peu délaissé. Donc, je voulais revenir là-dessus et pour insister sur l'importance que ça aura dans votre vie professionnelle. Agnès Langevin, ces enjeux économiques, sociaux, sur lesquels vous appuyez fortement, sont importants, j'imagine, pour la région. Il y a un autre aspect qui nous touche ici au niveau du territoire, c'est l'aspect aussi grande région, certes, mais transfrontalière aussi. Ça peut être effectivement un atout énorme pour ces énergies renouvelables qui s'exportent à l'international. Oui, bien sûr, la région a un objectif ambitieux, d'être la première région à énergie positive. Et pour cela, nous travaillons à une feuille de route que nous allons présenter aux élus en novembre. Donc, nous ne perdons pas de temps. Et comme l'a dit le directeur de l'ADEME, nous travaillons vraiment sur ces trois piliers. À la fois le scénario qui nous placera sur cette trajectoire à énergie positive, un deuxième pilier qui a trait à la gouvernance et à l'animation des territoires et bien sûr à l'environnement transfrontalier, transrégional, voire innover sur des modèles comme il se fait à Thémis ou le projet de Yo, qui sont des modèles qui ont vocation à être exportés. Nous avons aussi un projet structurant au large de Leucate et de Gruissant, qui sont des fermes pilotes d'éoliens flottants qui ont aussi cette vocation de modèle pour l'export. Donc nous travaillons évidemment à cette question de la gouvernance, de la transition citoyenne et de l'acceptabilité, en particulier pour l'éolien posé. On voit que ça crée des conflits sur le territoire, des conflits d'usage ou des enjeux de biodiversité. Et ensuite, le troisième pilier de cette feuille de route de transition énergétique, qui sera vraiment le volet financier via la création d'une agence régionale de l'énergie qui va nous permettre d'avoir une gouvernance commune et de créer des outils, que ce soit du tiers financement, de l'investissement, pour répondre et accompagner cette transition. Il y a un environnement, on peut le dire, économique et industriel favorable dans ce territoire. Vous en êtes effectivement convaincu. Sur justement le pôle de compétitivité d'Herbie, vous qui êtes, on va dire, à la croisée des chemins, le développement, vous œuvrez pour le développement des filières. Donc vous avez... avec vos partenaires, au sein de Derby, tous les acteurs des énergies renouvelables. Oui, alors bon, le quotidien d'un pôle, c'est de faire travailler ensemble effectivement le monde des entreprises qui investissent dans l'innovation,
avec le monde académique et de la recherche, bien évidemment. Et le troisième volet, c'est la formation. Il est souvent oublié, mais dans la feuille de route des pôles de compétitivité, il est bien souligné que ces trois volets doivent être développés de concert. Et on est sur le secteur des énergies renouvelables où nous avons tous les atouts pour le faire ici sur ce territoire. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a une double dimension. Il y en a une dimension territoriale, effectivement, avec une volonté politique appuyée de développer donc, ces énergies sur ce territoire. Mais nous, notre métier, c'est surtout de développer les technologies du futur, donc l'innovation. Et pour développer ces technologies, on s'appuie donc sur les ressources des laboratoires de recherche, alors qu'ils soient bien sûr à Perpignan, mais aussi dans les autres grandes villes de la région. Et donc, on va travailler au quotidien à monter des projets avec les entreprises qui ont décidé d'investir dans ces nouvelles technologies pour leur faire rencontrer ces laboratoires, les faire travailler ensemble, monter des consortiums sur des filières qui ont des maturités très différentes. Le solaire, aujourd'hui, pour certaines composantes, on va dire que c'est une filière mature. L'éolien terrestre également. En revanche, sur d'autres filières qui sont très, très en pointe et qui sont en développement dans la région, comme celle de l'hydrogène pour le futur, l'éolien flottant offshore, évidemment, là, on a encore beaucoup de choses à découvrir et à développer avec les acteurs de la région. Alors, Xavier Pi, justement, on le dit, une collaboration très étroite avec la recherche, avec les unités de recherche. Vous le vivez de façon permanente ici. On l'a évoqué aussi tout à l'heure, et Madame le recteur l'avait évoqué, c'est l'aspect pluridisciplinaire de cette université. Alors effectivement, c'est un peu la clé. Pourquoi cette formation à Perpignan ? Tout simplement parce qu'on l'a dit, le territoire rassemble toutes les énergies renouvelables. Et puis, on est certainement la seule université en France à être réellement fusionnelle sur le plan pluridisciplinaire. Alors, comme ça a été évoqué, aujourd'hui, on ne peut pas former correctement un ingénieur si on en fait uniquement un technologue. De fait, notre université regroupe toutes les disciplines, sauf la santé éventuellement, mais nos laboratoires travaillent maintenant bien ensemble et je pense que c'est unique. Cette école d'ingénieurs n'est pas uniquement adossée à un laboratoire de sciences, Promesse, dédié au solaire, mais aussi à Ardev, qui est un laboratoire d'humanité et qui s'adresse donc avec des géographes, des économistes, des sociologues, etc. Et donc, ils portent ensemble, ces deux laboratoires, cette formation. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait original. Et je pense que ça pourrait se faire qu'à l'UPVD, parce que c'est quand même... il est nécessaire pour arriver à ça que les disciplines se respectent et aient appris à travailler ensemble. Serge Planton, ces évolutions d'énergie renouvelable, cette nouvelle école d'ingénieurs, toute cette interaction entre l'économie, entre la recherche, entre ces nouveaux ingénieurs qui vont sortir, est-ce qu'ils sont exposés dans les travaux du GIEC qui travaille sur le climat, J'imagine qu'on parle évidemment d'énergie renouvelable, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Oui, justement, d'ailleurs, le GIEC a réalisé il y a quelques années un rapport sur les énergies renouvelables, où il a fait une synthèse, effectivement, des connaissances sur le sujet, puisque c'est le rôle de ce groupe d'expertise, qui est un groupe, en fait, essentiellement de chercheurs, mais pas seulement, d'ailleurs, justement, des ingénieurs qui sont impliqués dans l'économie, dans les entreprises aussi, qui ont des solutions, évidemment, innovantes à discuter, à apporter à la discussion. Et donc, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, fait des synthèses régulières des connaissances, et c'est un petit peu son rôle, et il implique effectivement toutes les dimensions de la question, qui ne sont pas simplement le constat du fait que le climat change, et qui change du fait des activités humaines, c'est aussi les effets, quels vont être les effets sur la société, sur l'agriculture, sur la santé, dans différents domaines. Et bien entendu aussi les solutions. Là, on touche effectivement à la question des énergies renouvelables qui font partie de la solution, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça fait partie des analyses, des études qui doivent être menées pour savoir quelles sont les méthodes les plus efficaces, quelles sont les pistes qui restent à creuser. Le stockage de l'énergie, évidemment, est un enjeu majeur pour la question du renouvelable. Et ce groupe-là fait simplement une synthèse des recherches qui sont menées dans les laboratoires et évidemment également des innovations qui peuvent exister, qui ne sont pas forcément publiées, mais qui sont connues, des communautés qui travaillent sur le sujet. Alors, les énergies renouvelables représentent de gros investissements. Frédéric Guillot,
il y a des financements publics, hein, la région participe, d'autres collectivités. Il y a d'autres modes de financement très spécifiques de ces énergies renouvelables, dans la région notamment, mais pas uniquement. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Si on veut atteindre les objectifs de généralisation, enfin globalement les objectifs très ambitieux, il va falloir jouer sur tous les leviers de financement et jouer un peu sur tout le domaine du possible. Alors, et chercher tous les investisseurs possibles. Alors voilà. Donc maintenant, on était quand même jusqu'à maintenant sur un schéma plutôt classique où soit des collectivités, enfin des maîtres d'ouvrage montaient des projets, je dirais en financement propre. Mais là, vraiment, on essaye maintenant d'utiliser des dispositifs du type tiers financement. C'est-à-dire que c'est plus le détenteur, l'utilisateur de l'énergie renouvelable qui va investir, mais une société qui va le faire pour son compte, avec des montages financiers qui permettent de décupler le nombre de projets. Et puis aussi une autre ouverture aussi que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le financement participatif dont les citoyens, c'est-à-dire d'ouvrir les projets en capital à un maximum d'acteurs. C'est-à-dire que on fait une installation photovoltaïque sur le toit de l'école de la commune. Ce n'est pas la commune, classiquement, qui va investir comme en maître d'ouvrage, comme ça se fait habituellement. C'est un panel, notamment de citoyens, mais d'autres acteurs du territoire qui vont porter le projet et la commune va louer sa toiture. Voilà. Je donne cet exemple, mais ça permet de multiplier la capacité à réaliser des projets. Parce que, effectivement, maintenant, la contrainte n'est plus tellement technique, hein. Gilles Charrier l'a dit, il y a beaucoup de filières qui sont complètement matures au niveau technique. Le vrai levier sont sur les montages et le financement. Agnès Langevin, les financements de gros investissements pour la région, les énergies renouvelables? Alors, depuis le 1er juillet, avec l'ADEME, nous avons ouvert 3 appels à projets, dont un qui consiste à aider les collectifs citoyens ou les communes à monter des sociétés locales de production d'énergie, avec différents leviers d'aide financière sur le montage de la SCOP, sur l'étude de faisabilité du projet, mais aussi sur le financement participatif dans un dispositif très simple et très lisible. Pour chaque euro investi par le citoyen, l'ADEME et la région abondent 1 euro de notre côté. Donc ça, c'est des dispositifs effectivement à la fois pour que le citoyen s'approprie les questions de transition énergétique avec toujours les 2 volets, réduction des consommations et production de renouvelables, pour faciliter l'acceptabilité. Et ensuite, ce que je voudrais... j'ai parlé tout à l'heure de l'Agence régionale de l'énergie qui devra balayer et inventer tous les outils et véhicules financiers nécessaires pour l'accompagnement de cette transition. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le modèle énergétique tel qu'on l'a connu est en pleine révolution. Il y a des évolutions réglementaires, dont une qui est celle de l'autoconsommation et qui nous ouvre aussi, à côté d'évolutions technologiques comme le stockage, mais qui nous permet de penser l'itinérance de la consommation d'énergie ou voir le partage de l'énergie de façon tout à fait différente. On sera sûrement obligé de faire un nouveau plateau pour continuer notre discussion. Je vais demander une conclusion assez courte à Xavier Pi. Il nous reste à peu près 1 minute d'émission sur l'université. Vous allez me répondre que oui, mais vous allez argumenter un tout petit peu, est-ce le lieu idéal pour dynamiser justement le développement de ces énergies renouvelables? Oui, je le pense effectivement. D'ailleurs, ça s'illustre très bien aujourd'hui. L'Université de Perpignan est un rassembleur, quelque part, aujourd'hui. Là, on rassemble tout un tas d'acteurs et mobilise tout le monde, que ce soit d'autres partenaires académiques comme l'INSA Toulouse et le réseau INSA, ou nos partenaires politiques, les collectivités, le pôle. Et donc, je crois qu'effectivement, c'est aussi la force de notre université de compléter ses compétences par tout un tas d'apports extérieurs pour accompagner ces jeunes et en faire effectivement les acteurs de cette transition énergétique de demain. Merci beaucoup, merci à tous les 5 d'avoir participé à ce petit plateau, à cette émission de télé. On sera, je l'espère, amené à en organiser bien d'autres. On se retrouve dans un instant. Très bonne soirée sur TV Sud.